Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità, con una superba faccia da pescone, esuberante imbecillità, sportiva a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo, ma te giù a prepotente, a picchiatello, col saputello, eppure nulla so, Marcello. Io sono il piccolo Marcello, paffutello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello. Marcello, son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porciello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ma chi che bimbininghina che ce l'ho? Marcello, son fatuo come un vendicello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello. Marcello, col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso so che sono bello, sono il bello di mamma. Bonsoir, bienvenue sur Radio Galère 88.4 FM. Vous êtes à l'écoute de Simone. Vous êtes sur Nino Domani à Palermo. Quelle tristesse, putain. Vous savez pourquoi la tristesse? Parce que, en fait, il y a un élu de la RN, je pense, je ne sais même pas sûr quel parti il est, qu'il a commencé à dire c'est une radio ultra-gauche, c'est une radio qui défend les Palestiniens, qui défend l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, les hommes cis sont interdits, moi je suis cis, je pense d'être cis, mais j'ai fait une émission depuis 2021, donc ça fait combien? Ça fait 5 ans, 6 ans. Personne m'a jamais fait une remarque, ni les Juifs, ni les Nouvelle-Calédoniens, ni la communauté LBQGT, je ne sais pas comment dire, qui en remercie d'être ici à Radio Galère, ni la communauté féministe. Jamais personne m'a fait une remarque. Je suis triste qu'il y a cette, cet scrupule de cet élu. Mais après, comme a bien dit Payan, la jurisprudence, parfois elle dit des choses bien, parfois elle dit des choses qui n'ont pas de raison. Voilà, je vous laisse sur cet petit argument, je vous laisse réfléchir avec ça, en sachant que Radio Galère, c'est pas une radio extrémiste, c'est une radio où il y a toutes les communautés. Les Algériens, les Comoriens, les Nouvelle-Calédoniens, la communauté LGBT, la communauté féministe, les Italiens et tous les autres. C'est une voix et une expression libre. Et vous pouvez jamais, et vous pourrez jamais nous enfermer. Bolloré contrôle le tout, mais il ne contrôlera jamais Radio Galère. Ça existe depuis 1980. Quand même, on survole sur ça, c'est triste, mais il faut le dire, ces choses. Et ils vont nous enlever toutes les subventions dans ces intentions de ces partis, de ces mouvements, partis d'extrême droite. Quand même, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi le dernier chasseur-cueilleur de Marseille, un des derniers. C'est monsieur Christophe Rodiac. Salut Christophe. Salut Simonet. Ça me fait un plaisir énorme de t'avoir avec moi parce que tu es un artiste, tu es un philosophe dans la façon dans laquelle tu vis et tu es un ami. Surtout ça, tu es un ami. Et Christophe, à propos, on va dire, à propos de la philosophie de vie dans laquelle tu vis, quand je dis chasseur-cueilleur, je me réfère à une histoire de l'humanité qui prend plus ou moins les 90% du temps de l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire des populations nomades qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre, quand finissaient les ressources, ils allaient ailleurs,
Et il chassait les bêtes, les femmes, les hommes, il chassait les proies. Quand il finissait les ressources, il allait ailleurs. Après, il est subentré la sédentarité avec l'agriculture. Après sont venus les États, les empires. Avec l'écriture, elle est venue l'histoire. On fait coïncider l'histoire avec l'écriture. Mais nous, on était libre pendant les 90% de notre histoire. Après, on s'est sédentarisé et on a perdu, entre guillemets, cette liberté. On a perdu cet état, pas cet état, comment dire, cet privilège d'être nomade et d'être libre et d'être des chasseurs-cueilleurs. Qu'est-ce que tu penses, Christophe, à propos d'être des chasseurs-cueilleurs? Alors tout d'abord, ce terme, pour moi, c'est un terme que j'ai choisi artistiquement. Le vrai terme, c'est bifin. Donc c'était au 19e siècle, des gens qui récupéraient les chiffons dans les poubelles, les revendaient. Voilà, et donc moi, je récupère dans ma vie. À la base, c'était pour créer mes œuvres d'art, car je n'avais pas beaucoup d'argent. Je voulais pas polluer pour ma création. Et du coup, j'ai récupéré les matériaux, les outils qui m'ont permis de créer des œuvres d'art. Voilà. Fais-moi un exemple, Christophe. Tu m'as parlé des minéraux de fer. Parle-moi de ça. Alors, les minerais de fer, donc, ce qui m'inspire, moi, dans mon travail d'artiste, c'est les matières et les gens que je rencontre. Les gens, c'est intéressant. Tu t'inspires des matières et des gens. C'est voilà. Intéressant. Et donc, pour les minéraux de fer, qui a donné ce que j'appelle les Rorschach, c'est un ami qui travaillait à Solac, c'est ArcelorMittal d'aujourd'hui, donc où on crée le fer français. Et il a eu l'idée, me connaissant ma façon de faire, de me procurer une sorte de poudre de minerai de fer qui vient en fait de l'usine Solac, qui est en fait... Mais d'où venait ce minerai de fer? Des océans, des profondeurs de la Terre? Alors, en fait, cette poudre de fer, c'est un échantillon des bateaux, des gros miniers mondiaux qui revendent le minerai de fer à Solac. Quand le bateau arrive, en fait, c'est des millions de tonnes. Donc Solac a besoin de savoir le taux d'humidité pour ne pas payer l'eau qu'il y a dans le bateau et le taux de fer qui va déterminer le prix qu'ils vont payer à l'armateur qui transporte ce fer. Et donc, pour ça, ils vont broyer quelques kilos du bateau pour faire ces analyses. Et l'ami m'a fait passer ces petits échantillons qui donc ont des couleurs différentes selon les provenances et les profondeurs où elles sont ramassées sur la planète entière. Donc des profondeurs incroyables, de 500 mètres à 3000... Tout à fait, ça peut être très profond, effectivement. Et donc moi j'en ai fait un pigment, ça a été assez long de le fabriquer parce qu'en fait j'avais besoin de créer un pigment. Donc je me suis inspiré de Rorschach qui a fait des taches sur... Attends, avant de parler de Rorschach, on parle de la technique de ces pigments. Tu as mélangé ces pigments de minéraux de fer, cette poudre avec de la colle à papier, non? Tout à fait, alors j'ai mis longtemps à trouver ce système qui me permet en fait d'intervenir sur le Rorschach, c'est-à-dire qu'avec de l'encre, comme a fait le psychologue, une fois qu'on a plié la feuille, on ne peut plus intervenir sur le résultat, alors que moi, avec cette idée de minerai de fer et l'idée de le travailler à l'eau, je peux chasser à l'aveugle sur la partie de la feuille qui est repliée. C'est une façon de sculpter presque, et je vais chasser ce pigment à l'intérieur des deux feuilles repliées. Et quand j'ouvre les deux feuilles, il apparaît une image très symétrique, comme les Rorschach, mais qui va quand même avoir une esthétique qui a été donnée par mes doigts, des outils, mais de façon assez aléatoire. Donc, on va dire, cette technique, c'est une technique qui est due à l'hasard ou qui est due à la volonté? Alors,
la volonté, c'était d'arriver à intervenir sur le Rorschach. Donc la difficulté, c'était que le pigment ne pénètre pas dans la feuille et puisse glisser sous la pression des doigts entre les deux feuilles refermées. On parle de l'épicerie de maître, donc c'est des peintures statues de maître, non? Oui, c'est la base du support, c'est des laits de tapisserie, donc qui peuvent faire de quelques centimètres à 2 mètres, voire plus. Et toujours pareil, dans le souci de récupération et de recycler des objets. À propos, en fait, pourquoi tu m'as dit, à un moment tu faisais de la peinture, pas de la peinture, de l'encre, comment dire, de l'encre chinois, comment on dit? De l'encre de Chine. De l'encre de Voilà. Chine. Alors ça, c'est arrivé, toujours pareil, les gens et les matières. Avec mon beau-frère qui est ferrailleur, un jour, on a débarrassé une usine qui était très ancienne. Et dans cette usine, j'ai trouvé un carton rempli de vieux papiers très anciens et de 2 bouteilles d'encre de Chine très vieilles. Et ça a donné 3000 encres de Chine sur vieux papier. Et à l'époque, dans mon inculture, j'entends... Non, excusez, je t'interromps, c'est pas dans la culture, c'est dans la culture autodidacte. Exactement, pardon. Et donc dans ma culture autodidacte, je pensais que le lavis, c'était laver une œuvre. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire des encres de Chine que je n'ai pas fait, un peu comme de la photo, je les ai pas faites sécher jusqu'au bout. Et avant qu'elles finissent de sécher, je les ai passées sous la douche. Et ça a créé des reliefs très intéressants. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils disaient les gens à propos des encres de Chine que tu faisais en 15 secondes avec des fourchettes ou je ne sais pas quoi? Alors, effectivement, donc quand j'exposais mes encres de Chine, le résultat est assez violent dans le sens de la rapidité. C'est-à-dire que ça me prenait 15 secondes à fabriquer. Donc le résultat est assez violent, on va dire, parce que j'utilise des objets, c'est un travail rapide. Et les personnes qui regardaient mes expos, souvent m'attribuaient cette violence qu'ils ressentaient en regardant l'œuvre. Donc ils t'essaient de perturber. Et alors, ça me gênait parce que moi j'ai besoin d'être heureux pour créer, j'ai aucune torture, en tout cas consciente. Et du coup j'ai créé les Rorschach, donc inspiré de ce psychologue, pour créer une œuvre d'art éducative, on va dire, qui montre à l'admirateur de l'œuvre que ce qu'il perçoit parle beaucoup plus de lui que de ce qu'a voulu faire l'artiste ou représenter l'artiste. Donc, on va dire, ils t'ont accusé dans tes encres de Chine d'être très perturbé, très violent, et toi, voulu dans tes Rorschach, comme tu les appelles, démontrer que l'interprétation, c'est pas la volonté de l'artiste, mais c'est au spectateur de l'œuvre d'art, non? Tout à fait. En tout cas, pour mon travail à moi d'artiste. Il y a des artistes comme Léonard de Vinci ou d'autres qui voulaient maîtriser, qui vous montrent ce qu'eux veulent. Moi, mon travail d'artiste est plus instinctif. Et si, par exemple, quelqu'un est à côté de moi pendant que je fais une œuvre, il va découvrir en même temps que moi le résultat. C'est-à-dire, moi, ma volonté n'intervient que pour créer une œuvre d'art. Voilà, ça s'arrête là. Le résultat, je vais le découvrir à la fin. Donc c'est un empirisme autodidacte qui, comment dire, comme la recherche scientifique qui par chance découvre une grande théorie, un grand théorème, une grande théorie, parce que c'est par chance que des microbes se sont mélangés, que des bactéries se sont mélangées, et ils ont découvert des solutions énormes pour l'époque qui ont fait les découvertes scientifiques. Donc c'est le hasard qui joue. Tout à fait. Le hasard dans ma création est très très important. Oui. Très important.
Et à propos de cette technique du collage à l'eau, du collage du minéraux de fer à l'eau empirique, pardon, je me suis trompé, tu vois, je suis derrière toi. À propos de cette technique du collage à l'eau, qu'est-ce que tu nous proposes comme chanson qui regarde l'eau? Alors, une très belle chanson de Elis Regina et Joe Bardim. Qui s'appelle Aguas de Marzo. Exactement. O de Mars. Ou O de Marseille, hein? Pourquoi pas? On joli. l'écoute. É o resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, É o nó da madeira, canga, é o Matita Pereira, é madeira de vento, da é ribanceira, mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto de mato na luz. da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, É João, é José é um espinho, na mão, é um corte, no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. é pau, É pedra é o fim, do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, in, inho, peixe, coco, oco, inho, agro, hidro, ida, ol, oite, horte, aço. sol, São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azanamenya, andandede, bandandede, bandandede, andandande, andandada, andandandede, andandede, andandada, ué. Christophe, je te réponds à cette chanson avec une autre chanson qui est peut-être un peu plus compliquée, un peu plus élaborée, un peu plus... et c'est une chanson inspirée d'un poème russe qui s'appelle, je te dis comment ça s'appelle, attends 2 secondes, Confession d'un malandrin. Parce que on n'est pas des malandrins. Mais tu sais, quand j'étais enfant en Sicile, on disait, tu veux faire une malandrinerie? Tu sais, ça veut dire, dans le sens... Après, j'essayais de l'expliquer à mes amis français. Tu veux faire une malandrinerie? C'est un peu ça veut dire.
Approche-toi du microphone. Non, je vois pas tout à fait, quoi. Quelque chose de malandrin. Tu veux faire quelque chose de malandrin? Oui, je veux bien, mais... Alors, va acheter des bières. Ou sinon, Salut. va me prendre le cendrier. C'est une connerie, une malandrinerie, tu vois. D'accord. Et ça, c'est une chanson très belle, d'un troubadour. Ok. Comme les troubadours qu'il y avait en France en 1200, 1300. Et ça, c'est un troubadour de l'Italie d'aujourd'hui. Il s'appelle Angelo Branduardi. Et c'est exactement Confession d'un malandrin, qui s'est inspiré par un poète, par un poème russe très beau. Et c'est en français, je vous ai trouvé la version en français et je vous invite à écouter les mots de ce malandrin. Malandrin, peut-être pas comme toi, parce que t'es pas malandrin, mais peut-être comme moi. Sûrement. T'es d'accord, non? Oui. On l'écoute. Je passe les cheveux fous dans vos villages, la tête comme embrasée d'un phare qu'on allume. Au vent soumis, je chante des orages aux champs labourés, la nuit des plages. Les arbres voient la lame de mon visage, où glisse la souillure des injures. Je dis au vent l'histoire de ma chevelure, qui m'habille et me rassure. Je revois les temps de mon enfance, où les roseaux et toutes les mousses dansent, et tous les miens qui n'ont pas eu la chance d'avoir un fils sans espérance. Mais ils m'aiment comme ils aiment la terre, ingrates à leur souffrance, à leur misère. Si quelqu'un me salissait de reproches, ils goûteraient la pointe de leur pioche. Paysans pauvres, et pères et mères, attachés à la boue de cette terre, craignant les seigneurs et leur colère, pauvres parents qui n'êtes même pas fiers d'avoir un fils poète qui se promène, dont on parle chez les rois et chez les reines, qui dans des escarpins vernis et sages blesse ses pieds larges et son courage. Mais survivent en moi comme lumière les ruses d'un voyou de basse terre. Devant l'enseigne d'une boucherie campagnarde, je pense aux chevaux morts, mes camarades. Et si je vois traîner un fiacre, jailli d'un passé que le temps frappe, je me revois aux noces de campagne parmi les chairs brûlées des paysannes. De troncs bavards et sévères, c'est le cri sale des porcs que je préfère à tous les discours qui m'indiffèrent. Je suis malade d'enfance et de sourire, de frais crépuscules passés sans rien dire. Je crois voir les arbres qui s'étirent, se réchauffer puis s'endormir. Au nid qui cache la couve est toute neuve, j'irai poser ma main devenue blanche, mais l'effort sera toujours le même, et aussi dur encore la vieille écorce. Et toi, le grand chien de mes promenades, enroué, aveugle et bien malade, tu tournes la queue basse dans la ferme, sans savoir qui entre ou qui t'enferme. Il me reste des souvenirs qui saignent, de larcin de pain dans la luzerne, et toi et moi mangeons comme des frères, chiens et enfants, se partageant la terre. Je suis toujours le même, le sang, les désirs, les mêmes haines,
sur ce tapis de mots qui se déroule, je pourrais jeter mon cœur à vos poules. Bonne nuit, faucille de la lune, brillante dans les blés qui te font brune. De ma fenêtre, j'aboie des mots que j'aime, quand dans le ciel je te vois pleine. La nuit semble si claire qu'on aimerait bien mourir pour se distraire. Qu'importe si mon esprit bat la campagne et qu'on montre du doigt mon idéal. Cheval presque mort et débonnaire, à ton galop sans hâte et sans mystère, j'apprends comme de maître solitaire à chanter toutes les joies de la terre. De ma tête comme d'une grappe mûre coule le vin chaud de ma chevelure. De mon sang sur une immense voile pure, je veux écrire les rêves des nuits futures. Christophe, Oui. excuse-moi si je t'interromps avec cette chanson. Mais je ne sais pas si tu avais parlé, si tu es libre de parler ou de ne pas en parler. Ses parents qui ne voyaient pas dans les fils le poète, toi tu es devenu un poète, un grand artiste, un poète. Un peu. Oui, oui. Mais même la difficulté d'en parler, si je peux me permettre. Si tu veux en parler, on en parle. Tout à fait, oui, tu peux. D'un père alcoolique. Tout à fait. Un enfant. Tu veux en parler, on en parle. Pourquoi pas? Allez, on parle. Mon père, c'était quelqu'un qui n'a pas connu son père déjà et qui a été élevé de façon très dure dans le catholicisme très religieux à Marseille et qui a beaucoup aidé par les femmes qui l'ont entouré, dont ma mère qui est morte jeune mais qui était quelqu'un de fabuleux. Et en gros, j'ai eu un papa qui était un enfant. Voilà. Qui était un enfant, qui n'a pas fait le rôle de papa, qui était assez supportable dû à son alcoolisme, mais qui était Tu pas... as dit, il pouvait danser nu sur la table, il pouvait manger Oui. de terre. Oui, tout à fait, ça c'est quand il était alcoolisé. Sinon, c'était quelqu'un de très discret, très autiste, quand il n'était pas alcoolisé. Mais bon, à l'époque, jusqu'à mes 40 ans à peu près, il était alcoolisé tous les jours, donc il buvait beaucoup. Comme moi. Plus que toi, non, beaucoup plus que toi. Oui, beaucoup plus que moi. Christophe, parle-moi de ta mère. Ma mère, c'était c'était quelqu'un de très juste, très doux, qui pouvait s'énerver quand il s'agissait d'injustice. Elle était secrétaire du syndicat à la Feuilleraie, qui est une clinique qui a été créée après la guerre, avec un très beau principe qui, avant la sécurité sociale, soignait les pauvres. Ça a été créé, il y en a 5 à Marseille, qui a été créé par des grands professeurs à leurs frais, qui était une clinique mutualiste. Par la suite, et qui là aujourd'hui a été racheté par Auxances et est devenu quelque chose de classique dans le médical, de financier. Toi, tu m'as dit, à 14 ans, ta mère, toi, tu as compris que ta mère allait mourir, non? Oui, quand on m'a annoncé effectivement à 14 ans que ma mère avait un cancer du sein, je ne sais pas pourquoi, j'ai compris qu'elle allait en mourir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr, et effectivement, elle en est morte 5 ans après. Voilà, mais elle a quand même eu le temps de me transmettre les belles choses qu'il a constituées. Moi, je sens l'esprit de ta mère dans toi. Et même l'esprit de ton père. Oui. Moi, l'esprit de mon père, c'est un vaste débat, parce que voilà.
Écoute, Christophe, on retourne à l'art, au discours banal, on a parlé des choses profondes, des choses qui animent ton âme et que je respecte énormément. Mais on va parler des choses de principe, allez, on va parler de couillonnerie. Volontiers. On va parler de la récup. On va parler de cet esprit qui nous emmène dans le temps du Vierge. Parle-moi de ça. Alors bon, moi la récup, ça a commencé pour créer mes œuvres d'art, parce que j'avais pas d'argent, que je fabriquais énormément d'œuvres d'art, et surtout dans un souci de ne pas polluer avec cette activité. Voilà, et puis au fil des... Donc en gros, je fouille les poubelles, je récupère chez les gens, dans la nature, mais essentiellement, effectivement, dans cette société dévoreuse du beau, c'est dans les poubelles qu'on peut trouver des merveilles. Et tout ce qu'il me fallait pour créer des pinceaux, des encres, des supports, etc. Donc, excuse-moi, Christophe. Comme disait un grand poète italien, et qui t'a repris, de la merde ne naissent rien, des diamants ne naissent rien, de la merde naissent les fleurs, non? Je suis tout à fait d'accord. Moi, Dis ta phrase sur la merde, s'il te plaît. La merde, c'est de l'or. Pour moi, ça résume bien l'univers dans lequel on vit, fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il est plutôt fermé comme univers, même s'il s'expanse. Il recycle continuellement les matières créées, qui s'usent, et pour en recréer d'autres, pour recréer des êtres. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le système de base de notre univers. Donc, l'univers se recycle sur lui-même. Tout à fait. Tout à fait. La matière se développe sur elle-même. Rien ne s'est gâché. Non, pratiquement rien. Par exemple, pour la planète Terre, la Terre, qu'on appelle la Terre, c'est toutes les matières organiques et minérales qui sont mortes au fil des siècles et qui ont donné l'humus, qui crée des arbres, qui nourrissent les arbres, qui nourrissent la nature. Voilà. Moi, j'ai entendu, j'ai lu des articles qu'en bas de la Terre, il y a des filaments, des champignons qui sont énormes, et plus grands même de la distance entre Terre et Soleil, qui relient tous les arbres, qui relient toute la planète. Mais Christophe, on revient à nous. Je vais te dire la montre. Parle-moi de la montre en or que tu avais trouvée. Oui. Explique-moi ce que tu as déclenché. Cette montre en or, c'est un peu le début de cette œuvre d'art qui fait partie de mon travail, qui est un peu à part des autres œuvres d'art qui sont très classiques, des sculptures, des peintures. C'est cette œuvre d'art de récupération qui est devenue ma vie, totalement, un peu comme le facteur Cheval a construit son château pour sa bien-aimée. Un jour, je vois au loin, en faisant mes poubelles, en faisant mon petit tour du quartier, une boîte à chaussures ancienne, entourée d'une corde de chanvre, et j'ai compris de loin que ça allait être intéressant, et que c'était surtout offert et pas jeté, puisque c'était sur la poubelle. Et effectivement, en ouvrant cette boîte, c'était très émouvant parce que j'ai trouvé les objets précieux, entre guillemets, d'un couple qui était mort très longtemps avant. Et cette boîte était restée dans la maison qui avait sûrement été vendue très peu avant que je la découvre, où il y avait tous les objets précieux de ce pépé, de cette mémé, de ce couple. Il y avait la montre en argent du pépé, l'opinel, la médaille de Lourdes de la mamie, beaucoup d'objets sentimentaux, pas forcément précieux, et notamment cette montre Lecoultre et compagnie du 19e siècle en or massif de la mamie. Et à partir de là, le soir, quand j'étais très content d'avoir sauvé cette très belle montre, et le soir en rentrant chez moi, je me suis lancé un défi. Je me suis dit jusqu'où ça peut aller la récup. Et je m'y suis. Christophe, jusqu'où? C'est arrivé à Total, c'est-à-dire avec cette société qui gaspille
autant de belles choses que par ailleurs j'appelle le sang de la terre, et qui la rejette presque automatiquement à la poubelle, ça m'a... c'est devenu une récupération totale. Donc, au lieu de consommer, je cueille. Voilà. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que même avec un SMIC, j'aurais beaucoup moins d'objets et de possibilités d'acheter ce que je trouve. Donc Christophe, toi, avec 800 euros par mois, tu arrives à très bien vivre, tu payes tes frais, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu es indépendant de ce qu'on appelle, dans cette société contemporaine, le dieu argent. Christophe, toi, tu vis de rien. Toi, tu vis et tu offres surtout. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Mais parce que je peux me le permettre. Toi, tu vends pas ce que tu retrouves. Ça, tu t'emmerdes pas à revendre. Tu offres à tes amis de la bouffe, des matériaux pour les artistes. Tu as beaucoup d'artistes qui dépendent de toi dans le sens... Non, dans le sens qui te donnent les matériaux, qui te donnent... Pas totalement. Ils ont aussi leur... ils s'approvisionnent par eux-mêmes aussi, mais c'est vrai bien que sûr, oui, Christophe, mais tu es dans l'indépendance. C'est ça qu'on dit. Tu n'es pas un marginal. Tu n'es pas quelqu'un qui vit comme un clochard. Tu n'es pas quelqu'un qui vit comme un déshérité, comment dire. Tu as beaucoup de relations, tu es dans le centre de la société, tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup d'artistes, tu es un artiste toi-même, mais toi, tu ne demandes rien. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté, Christophe. Tu ne demandes rien pour ce que tu donnes. Même les gens qui ne se méritent pas, tu donnes. Et c'est ces choses du don que j'admire trop en toi. Les dons, je l'admire trop en toi. Merci. Tu donnes gratuitement, sans recevoir rien. Et tu ne fais pas de l'argent sur tes trouvailles. Tu as trouvé des montres, tu as trouvé des vases. J'accumule. Tu accumules, tu es un peu Diogène, bien sûr. Je fais mon trésor. Mais tu fais ton trésor, mais tu ne demandes rien. Tu ne vends pas. Tu te baisses pas les culottes. Tu te baisses pas les culottes. J'essaie aussi quand même de rendre à la société, française en tout cas, et à travers mes dons de nourriture aux gens qui en ont besoin, qui m'auraient demandé, ou des artistes qui m'auraient demandé non plus, mais que je peux aider en leur apportant des matières qu'ils aiment. Je rends quelque part à la société française ce qu'elle m'a donné aussi, parce que... Française, excusez-moi, c'est pas une question de France. Non. Hein. C'est une question d'idéal. Tu peux les rendre en Italie, tu peux les rendre en Algérie, tu peux les rendre au Sénégal. Je le fais aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est grâce j'ai réussi à être artiste sans être obligé de travailler et à faire quelque chose que je n'aimais pas, grâce au RSA pendant quelques années. Et voilà, donc puis je suis quelqu'un de très intégré finalement à cette société. Écoute Christophe, on ne parle pas de RSA, pour moi tu es un noble. Le noble, il n'avait pas besoin de vivre de son travail. Toi, tu n'as pas besoin de vivre, tu vis avec très peu. Qu'est-ce que tu payes? L'électricité? Oui. Après, pour pouvoir faire ça, il faut quand même se contenter de peu. Moi, j'ai une vie qui ressemble plus, entre guillemets, à part l'électricité, à une vie du 19e. Que j'ai pas beaucoup de confort, voilà. Donc, il faut, pour vivre comme ça, il faut abandonner tout confort, tout. Mais c'est de ça que mon estime envers toi, Christophe. On est dans une vie où il faut la voiture, où il faut le clim, où il faut le scooter, où il faut... Toi,
Tu t'en bats les couilles, Christophe. Tu t'en bats les couilles. T'as rien. Tu veux rien avoir. T'es entouré de la nature. Dans ton cabanon, t'es entouré de la belle nature, la verdure. Et tu vis bien. C'est ça l'important. Tout à fait. On écoute une chanson? Oui ou non? On écoute Bien une sûr chanson. qu'on va écouter une chanson. Allez, on l'écoute. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans... qu'est-ce qu'on a programmé comme chanson. Alors. Ah, ça c'est une chanson qui te choisit. Alors, c'est une chanson dansée par Annalie Evans. Je ne me rappelle pas de l'auteur que tu vas décrire. L'auteur c'est Mannarino, la chanson s'appelle Me son embriagato, c'est-à-dire je me suis bourré la gueule, mais pas de l'alcool d'une femme, de la jupe de cette femme. Et comment te dis, Annalie Evans. Annalie Evans est une petite merveille que je vous conseille, si vous pouvez, de regarder la vidéo qui va avec. Parce voilà, écoutez pas la chanson de Mannarino, mais regardez la vidéo Annalie Evans, non, Christophe? Tout à fait, tout à fait. On met la chanson. Ça m'a soutenu. Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Sombriagato della donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Voilà! Christophe. Oui, Christophe. Oui. Oui. Je suis là.
Oui, t'es là, je sais. Je peux te répondre à cette chanson? Ma mère adorait Léo Ferré. Et je te réponds avec une chanson que je pense profondément sur toi. C'est une magnifique chanson. Moi, j'adore aussi Léo Ferré. Tu veux l'écouter? Oui, On l'écoute? on écoute. On écoute, allez. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. La solitude. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... La solitude. La solitude! Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais la solitude. La solitude. La solitude. La solitude. La solitude. La solitude. Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge, par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Christophe, Oui. excuse-moi, j'ai un cancer, j'ai une leucémie. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce que tu penses de la solitude, Christophe? Alors la solitude, c'est un vaste débat, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour moi, il y a la solitude, c'est pas ce qu'on entend socialement. J'écoute. La solitude, en fait, c'est une capacité qu'on a, que la nature nous a donnée, à être deux en nous-mêmes, qui permet de créer notre personnalité. Donc, qui permet de créer notre personnalité. Et comme un miroir, c'est-à-dire il y a un départ, une réponse, on est deux. Et d'après moi, la nature a créé ça, ou Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, dans le but précis d'être partagé. C'est-à-dire que la solitude, c'est la capacité à créer ce qu'on est, notre différence, notre personnalité. Et d'après moi, donc vraiment, elle a été faite pour être partagée, et non pas, comme on le dit socialement, le jardin secret, c'est important, tatati, tatata. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être partagé. Pour ne pas la ressentir, par exemple, pour ne pas se ressentir seul. Je te remercie, Christophe, de cette très belle interview spontanée. Merci à toi. Naturelle, comment dire. On voit la profondeur de ton âme, Christophe. C'est gentil, merci. Je vous dis à dès lundi avec Nino Domani à Palerme. Merci beaucoup et à bientôt. Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità, sportiva a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo, atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so, Marcello. Io sono il piccolo Marcello, paffutello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello. Marcello, son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ma chi che bindina che ce l'ho? Marcello, son fatuo come un vendicello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello. Marcello, col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma.